liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con. Bonjour. 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 Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens sont saisis pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir ? Voici notre mail. Parole des citoyens au singulier @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre émission « Debout les femmes ». À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Dominique va nous retracer l'histoire de ces jours dédiés aux femmes. Claude reviendra sur les manifestations du 5 et 8 mars et la projection du film « Debout les femmes ». Marie-Claude nous parlera de l'écart salarial entre hommes et femmes. Claude reviendra nous parler sur l'allongement du délai de l'IVG. Dans la deuxième partie de notre émission, l'une des représentants du collectif Stop Linky et 5G revient sur la plainte déposée par 200 citoyens ardéchois contre les groupes Enedis. Nous terminerons notre émission par l'annonce des prochaines mobilisations. Nous commencerons notre émission avec Dominique. Dis-nous, comment est née la Journée internationale des droits des femmes ? Alors la journée du 8 mars, elle s'ancre dans les luttes ouvrières des femmes qui ont été menées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pour l'égalité salariale, et aussi en même temps, c'est la même période, toutes les femmes qui se sont mobilisées en Europe pour avoir le droit de vote, en Europe et ailleurs d'ailleurs. Et donc tout ça, c'était au début du XXe siècle. Mais la création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin, dans une perspective révolutionnaire donc à l'époque, puisque se préparait la révolution de 17 en Union soviétique, etc. La date n'est pas d'abord fixée, c'est juste le principe d'une journée, et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en Russie, donc, que la tradition du 8 mars se met en place. Ensuite, après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Et la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1945, a été le premier instrument international qui a affirmé l'égalité entre les hommes et les femmes à l'échelle internationale. Dans les années 70, la date est réinvestie avec le regain des mouvements féministes de cette époque-là, et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et par la France en 1982. On est toujours en avance en France sur ces questions-là. Donc à cette occasion, il y a des manifestations à travers le monde entier, et c'est en général l'occasion annuelle de faire le bilan de comment les choses ont évolué avec le temps. Voilà, en gros, comment ça se présente. Donc, c'est très lié à l'évolution des droits des femmes. Ça s'articule avec ça, et au fur et à mesure, on fait le point. Alors, concernant les droits des femmes en France, je pense que, on l'a vu avec l'histoire de la journée, même si c'est symbolique, la France est loin d'être pionnière en la matière, puisque... alors qu'à une époque, elle l'a été avec, en 1791, Olympe de Gouges, qui avait écrit et publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc ça, c'était absolument extraordinaire à l'époque. Il n'empêche que tout ça, ça a été vite plié, écrasé, et qu'ensuite, on a eu le Code civil napoléonien. Donc, je rappelle qu'un certain nombre de candidats qui passent leur temps à vanter les mérites de Napoléon, les femmes peuvent s'en méfier, parce qu'alors là, du coup, avec le Code Napoléon, la femme est devenue presque l'esclave de l'homme. Plus aucun pouvoir, soumission complète, obéissance. Elle pouvait être tuée sans souci. Voilà, c'était le pater familias avec tous les droits sur sa femme et ses enfants. Donc tout ça, ça a cheminé comme ça pendant très longtemps. Le Code civil napoléonien, on se le colle encore en partie. En 1920, pour la première fois, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. Mais il faut rappeler que 1920, c'est aussi l'année d'une loi scélérate contre les femmes, contre l'avortement et tout ça. En 1944, donc en pleine guerre, le gouvernement provisoire de la République française installé à Alger accorde le droit de vote et l'éligibilité aux femmes.
Donc, il sera appliqué en 1945 pour la première fois pour les élections municipales. Et rappelons-nous, par exemple, que les Turcs l'avaient déjà longtemps, depuis très longtemps, les femmes turques, par exemple, quoi. C'est pour dire l'avance que l'on a tout le temps. Un point important aussi, donc, c'est l'émergence de toutes les associations qui ont fait bouger les choses dans notre pays, parce que sans elles, il ne se serait rien passé. En 1956, il y a création d'une association qui s'appelait la Maternité Heureuse, mouvement de femmes en faveur du contrôle des naissances, et qui est devenu ensuite le mouvement français pour le planning familial, qui existe sur notre territoire aujourd'hui, qui fait beaucoup de choses intéressantes. Et c'est le planning familial qui s'est donné pour objectif l'éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement, donc dès 1960. Ensuite, en 1965, on a la réforme des régimes matrimoniaux, où enfin les femmes peuvent gérer leurs biens propres et ouvrir un compte en banque, donc gagner de l'argent en travaillant, et ouvrir un compte en banque et exercer une activité professionnelle sans autorisation du mari. Parce que jusque-là, il fallait que monsieur autorise ça, et en plus, c'était lui qui encaissait le pognon. En 1967, enfin, la loi Neuwirth autorise la contraception, mais toujours pressée, les décrets d'application ne seront publiés qu'en 1971. Voilà. Donc, il y a quelques moments clés comme ça. Il y a la reconnaissance du viol en France, y compris dans le couple, qui a fait son chemin en s'améliorant. En tout cas, moi, ce que je constate quand même, c'est que sur les dernières années, on est dans rien. On est dans de l'aménagement aux marges, qu'aucun des moyens qui devraient être donnés n'est donné, ce qui fait que tout est bloqué. On fait que faire de la pub, de la com. Ouais. Mais dans la pratique, rien ne change, parce que aucun moyen financier n'est donné pour les lois qui sont prises. On a 5 lois pour l'égalité salariale qui ont été votées. 5. Il ne s'est rien passé. Voilà, nous allons y revenir. Merci, Dominique. Claude, peux-tu nous faire un retour sur les manifestations du 5 et 8 mars dernier, et aussi sur la projection du film Debout les femmes? D'accord. Alors donc, à 9h30 le 5 mars, sur le marché d'Aubenas, le collectif des femmes présente pour porter leurs revendications. J'y étais, et effectivement, la discussion s'est faite facilement avec les gens qui passaient et qui s'intéressaient aux tracts qui étaient sur la table. À 14h, à l'Agora, rassemblement festif et revendicatif, et des discours. Ce qui nous a amené jusqu'à 19h, où là, il y a eu un marché au flambeau, et j'avoue bêtement que j'avais tellement froid que je ne suis pas restée, mais Michel a fait une vidéo, et j'ai pu effectivement voir que c'était comme il y a 2 ans, avec un peu moins de monde, mais autant de cœur, autant d'allant. Le 8 mars, à 14h, à la Bobine, projection du film de François Ruffin et Gilles Perret, Debout les femmes, sur les métiers du lien. Je l'ai revu pour la seconde fois, et ça a été encore le choc. Bon, je vais vous dire, j'ai versé une larme. Voilà. Je pense que ce film, il est là aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup à faire pour ces femmes. Il y avait 40 personnes présentes pour la projection. À 20h, projection du même film, avec débat, où après la projection, Marie a témoigné, elle est auxiliaire de vie, et Valérie AESH, c'est ça? Oui. Ok. Il y avait 90 personnes présentes. Ça n'a pas, la projection du film n'a pas laissé du tout indifférentes les personnes qui étaient présentes. Entre-temps, entre la projection de 14h et celle de 20h, nous nous sommes retrouvés à 15h40 un rassemblement devant la médiathèque. 15h40, ce n'est pas une heure au hasard, mais cela correspond à l'écart salarial entre hommes et femmes. Marie va nous en parler. Oui, savez-vous qu'en 2021, par exemple, symboliquement, les femmes ont cessé d'être rémunérées le mercredi 3 novembre à 9h22. L'écart salarial entre les hommes et les femmes se creuse encore et toujours. Cette date symbolique est calculée depuis 2015 par la newsletter féministe Les Glorieuses, à partir des statistiques de l'Office européen de statistiques Eurostat. En 2021, l'inégalité salariale se creuse avec un écart de salaire de 16,5% contre 15,5% en 2020. C'est un pourcentage en hausse constante depuis 2018. La revalorisation des salaires dans les emplois occupés majoritairement par des femmes est absolument nécessaire. Ce sont essentiellement les métiers comme les métiers du soin, aide à domicile,
aide ménagère, assistante maternelle, aide-soignante, infirmière, sage-femme, de même que les secrétaires, les employés de maison et les enseignantes. Pourtant, aujourd'hui, les mentalités sont plus favorables à un traitement équitable et à davantage de solidarité. 98% des femmes et 88% des hommes pensent que c'est une honte que les femmes soient moins rémunérées. Marie, quels sont les facteurs responsables de cette différence des salaires ? Eh bien, en premier lieu, le temps de travail. Les femmes occupent majoritairement des temps partiels. Les femmes doivent plus souvent interrompre leur carrière pour élever leurs enfants, ce qui inévitablement dessert leurs expériences professionnelles. Les salaires varient également selon le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. Des différences de politique salariale, mais aussi du pouvoir de négociation des salariés. Les femmes moins rémunérées ont un salaire inférieur de 7% par rapport à celui des hommes. En fait, même le salaire des femmes, selon l'ancienneté, progresse avec l'âge, mais moins que celui des hommes. Et tout ça, bien sûr, avec des répercussions sur les retraites. Les pensions des femmes sont inférieures de 24% que celles des hommes. On sait aussi que les femmes plus diplômées que les hommes ont tendance à se diriger vers des secteurs moins rémunérateurs. Dans l'idéal, à travail égal, salaire égal, mixité au sein des entreprises, grille salariale affichée, permettre aux femmes de se valoriser dans leur travail et qu'elles puissent réorganiser les temps de travail, car on sait que ce sont plus souvent elles qui sont aux sorties des écoles pour leurs enfants. Merci. Donc, Claude, l'allongement du délai de l'IVG vient d'être voté. Oui, j'ai suivi une partie des débats à la télévision, bien entendu. L'Assemblée nationale étant trop loin. Alors en fait, l'essentiel de la loi, elle entend renforcer le droit à l'avortement, considérant que ce droit n'est pas toujours parfaitement garanti. Le texte allonge de 2 semaines le délai légal pour avoir recours à l'IVG. En septembre 2020, Marie-Noëlle Battistel et Cécile Muchosti remettent leur rapport et constatent que des femmes sont encore concernées par le dépassement du délai de 12 semaines. Au moins 2000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger. Le texte prévoit également d'étendre la compétence de la pratique des IVG chirurgicales aux sages-femmes dans les hôpitaux, de pérenniser l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville de 7 semaines de grossesse, de supprimer le délai de réflexion de 2 jours, de préciser dans le Code de la santé publique que le pharmacien refusant la délivrance d'un contraceptif en urgence sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles. Un répertoire recense les professionnels et structures pratiquant l'IVG devra être publié par les agences régionales de santé. Il sera librement accessible. On aura vraiment intérêt à vérifier que tout ça est fait. Le texte initial de la proposition de loi prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG qui permet aux médecins et sages-femmes de refuser de pratiquer un tel acte. Les députés ont supprimé cette disposition lors de la 2e lecture. Ce texte a été adopté à 135 voix sur 191 voix exprimées le 25 février 2022. Le 23 février, la Colombie a voté pour un délai de 23 semaines. Quand Dominique disait que la France est en retard, oh oui, combien on est en retard. Merci Claude. Nous allons passer donc à la 2e partie de cette émission. Nous reviendrons sur le compteur Linky. Depuis quelques temps, nous sommes assaillis par des appels, des courriers envoyés par Enedis sur l'obligation qui nous serait imposée d'échanger nos anciens compteurs par les flamboyants Linky. Alors, nous sommes allés poser des questions à l'une des représentants du collectif Stop Linky 5G. Mais avant, elle nous parle de ce collectif. Nous l'écoutons. Le collectif Stop Linky 5G 07 a été créé en 2016. Enfin, à l'époque, il s'appelait Stop Linky 07, par un petit groupe de personnes s'inquiétant de la réelle utilité de cette technologie qu'est le Linky. Mais aussi, on s'est posé beaucoup de questions sur l'impact qu'elle peut avoir sur notre vie privée avec la collecte des données personnelles.
Dans un premier temps, le rôle du collectif a été de porter l'information en organisant des réunions dans les communes demandeuses. Puis, fin 2018, le collectif de Jaujac, en collaboration avec celui de Sud-Ardèche, a réuni près de 200 dossiers de plainte contre Enedis afin de faire valoir la non-obligation d'accepter cette technologie chez soi. Pour obliger les gens à avoir ce Linky, Enedis s'est appuyé sur la décision de la Commission européenne, dont l'objet était que chaque État membre mette en place des moyens afin de mieux réguler la consommation d'énergie sur le continent. Alors avec le Linky, on économise ou non de l'énergie? Force est de constater que le Linky est lui-même énergivore. C'est un ordinateur et il a besoin d'énergie pour fonctionner, même s'il est éteint. Alors que les anciens compteurs mécaniques, si rien n'est branché dans la maison ou l'appartement, ils ne consomment pas, quoi. Ils ne tournent plus. Dès le départ, nous avons pris conscience que c'était quand même un dur combat dans lequel nous nous étions engagés, car en face de nous, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, notamment la collecte des données, avec tout ce que cela implique. Mais nous pouvons espérer qu'une liberté de choix nous soit octroyée. Alors, y a-t-il une obligation ou pas d'échanger le compteur finalement? Alors non, il n'y a aucune obligation, contrairement à ce que prétexte Enedis, car la Cour d'appel de Bordeaux reconnaît dans une ordonnance rendue le 17 novembre 2020 l'absence d'obligation à l'installation du Linky et, je cite, épingle Enedis sur une fonctionnalité espionne introduite dans le Linky. Qu'en est-il de la plainte déposée en Ardèche? La plainte, donc, nous avons recueilli près de 200 dossiers et pour représenter ces 200 requérants, nous avons fait appel à Maître Édouard Raffin, avocat au barreau de Lyon. Mais il traite aussi plus de 2000 dossiers répartis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. Plusieurs tribunaux ont été saisis à cet effet, dont le tribunal de Privas. Et ce que demandent les plaignants, en fait, c'est la liberté de choix, ce qui implique que tous les Linky installés sans le consentement des abonnés au réseau électrique devront être enlevés et remplacés. Pourquoi avoir ajouté la 5G à votre logo? Bien, depuis la collecte des dossiers, le collectif a pris cette décision d'élargir les actions à la 5G, car nous considérons que tout est lié. Et cela permet aux électro-hypersensibles de se faire entendre. L'électro-hypersensibilité est reconnue comme un handicap par la justice. On peut voir ça sur les tribunaux de Toulouse, Grenoble, Bordeaux. Bien évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive. Cette technologie véhicule des ondes électromagnétiques. Bien sûr, nous ne les voyons pas. C'est pour cela que les gens ne s'en inquiètent pas. Mais les ondes électromagnétiques non naturelles ne sont pas favorables à la vie dans toutes ces manifestations. Nous ne naissons pas électro-hypersensibles, nous le devenons. Ça, c'est très très important à intégrer. Comment peut-on vous joindre? Alors, vous trouverez des informations qui sont très très documentées sur le site stoplinky07.ardèchelibre.org. Merci. Dominique, tu voulais rajouter, je crois, 2 points. Oui, 2 petits points sur le volet économique du compteur Linky, qu'elle n'a pas trop développé là. Le Enedis a dit à tout le monde que Linky c'était gratuit, quoi. Il changeait le compteur et puis vous le mettez gratos et puis voilà. C'est pas du tout le cas. Chaque compteur, c'est 360 € qui seront facturés et payés par l'usager chez qui on a installé le compteur Linky. Et ils vont le faire de façon étalée pour que ça se voit pas trop, mais c'est exactement prévu comme ça. Qui plus est, pourquoi c'est 360 €? Parce que Enedis a emprunté de l'argent pour mettre en place ça. Et donc, c'est pour lui permettre de rembourser l'argent qu'il a emprunté. Mais au passage, il se prend un bénéfice. Donc voilà, il y a 3% qui vont dans sa poche. Enfin voilà, c'est assez scandaleux. Et le deuxième point, le deuxième impact économique,
qui a été constaté alors très clairement, c'est que le compteur Linky ne fonctionne pas comme le compteur qu'on avait avant. Il n'est pas en kilowattheure, il est en kilovoltampères, je crois, enfin un truc comme ça. Bref, en tout cas, il y a une sensibilité beaucoup plus forte qui est de l'ordre de 30%. Ce qui veut dire que il réagit, disjoncte très vite. Il disjoncte très vite et beaucoup de personnes se retrouvent obligées de changer de tranche de puissance de compteur, qui est toujours plus cher, on le sait. Avec les anciens compteurs, c'était pareil. Si tu passais de 6 volts à 8 ou 12, c'était pas le même prix. Et bien là, c'est pareil. Sauf que les gens sont obligés parce qu'ils disjonctent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une arnaque? Oui, absolument. Merci. Donc, nous passons à l'annonce des prochaines manifestations, mobilisations, grèves, procès prud'homal. Alors, un appel unitaire pour la paix et solidarité avec le peuple ukrainien. Vendredi 11 mars, rassemblement à Aubenas, au château, à 18h. Ce sera le deuxième. Non, troisième. Donc tous les vendredis, dorénavant, malheureusement, j'espère que ça va être très court. On se retrouvera donc au château à 18h. À l'initiative de l'Union populaire, au samedi, à l'Agora, marche pour le climat. Donc rendez-vous à 10h. Jeudi 17, grève nationale, unitaire. Rendez-vous à l'Agora à 14h. À 11h du matin, le même jour, nous serons devant le Prud'homme, je crois que c'est la mairie annexe. D'accord. En soutien à Yann, un salarié d'EDF qui passe malheureusement au Prud'homme. Venez nombreux, soyons solidaires et on fera, en attendant que Yann passe devant le Prud'homme, nous ferons un pique-nique dans la cour. Il n'y a pas de raison, il faut aussi qu'on se substante. Voilà. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Donc, prochaine émission dans 15 jours. Nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, paroles des citoyens au singulier, @fréquence7.net. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, en hommage aux femmes, nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.